suis désolée, il y avait une blague nulle à faire. Nous sommes donc en direct sur Instagram. Ce soir, nous recevons Morgana Boudenko pour parler de sa série La Dernière Geste, dont le 4e tome vient d'arriver, Lys de guerre, et tous les tomes viennent d'être réédités aux éditions Goethe. Ah. Ça doit être que j'ai répondu. Il est là. Voilà. Nous pensons très fort à Jean-Marie Goethe, voilà, qui a fait ce pari un peu fou. Alors, peut-être que tout le monde ne connaît pas par cœur. Ici, je pense qu'il y a un certain nombre qui connaissent un peu La Dernière Geste, mais sur Instagram, Voilà. je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu Ok, donc Estelle a jeté quelque chose dans l'escalier. Non, même pas. C'est le jour des Ah, accidents, c'est c'est ça? Oui, d'accord. D'accord. Est-ce que quelqu'un est mort? En fait, oui, c'est vrai, c'est vendredi, très bien. C'est ça. On aurait dû se méfier en fait quand on a fixé notre date. Plein des potes Voilà. sans Morgan. Oui, d'accord, j'ai pas tendance à croire à ce genre de choses, mais là, ça fait quand même un peu beaucoup. Un petit quelque chose. Alors, donc, Les zététiciens nous diraient que non. donc, la tour de garde, ça parle de quoi? Non, pas la tour de dernière garde. La Tour de Garde, c'est un magazine pour Je témoins pense de Jéhovah. à ça parce que c'est ça qui est tombé par terre dans l'escalier. Donc voilà, la dernière geste. Oh mon dieu. Non, mais c'est bien parce que comme ça, il n'y a pas que moi qui suis crevée, tu vois. Ça, on est bien. Il n'y a pas que moi qui suis à côté de mes pompes. Donc, C'est comme parce ça, que comme on je est... sais ce qui est tombé dans l'escalier, voilà. Bref. Donc, la dernière geste. Voilà, je ne sais toujours pas comment présenter ce truc. Tu es au Surtout courant. qu'en plus, on va éviter évidemment de faire des spoils tout Voilà. au long de notre. Donc il y a des fées, des flingues, des trains géants, un chat qui change de couleur, une princesse avec beaucoup trop de répartie pour son propre bien. Lisez-le, c'est cool. Je sais pas, vous en dites quoi? Est-ce que c'est un bon résumé, vous qui l'avez lu? Il y a un roi nul. De quoi? Il y a un roi nul. Il y a aussi un roi nul, c'est vrai. Oui, c'est vrai. vrai. Faut pas oublier le méchant de l'histoire. C'est vrai. Alors attends, le père ou le fils? Les deux. Les deux, les deux. Les méchants de l'histoire. La royauté. Certes. Donc justement, il y a un train, il y a de l'électricité, il y a des caméras, tout ça. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce monde bizarre que tu nous as caselé là-dedans? Parce que à côté de ça, il y a des endroits où il n'y a rien. Oui. Alors, la dernière geste, c'est une uchronie. Voilà. D'ailleurs, j'ai gagné une bataille uchronie versus post-apo à l'Ouest Hurlant, les gens. Je partais pas gagnante. Mais j'ai gagné avec l'uchronie. Je tiens à vous dire ça. C'est un exploit. Parce que le post-apo, c'est vachement plus populaire que l'uchronie quand même. Donc, l'uchronie, c'est quoi? C'est quand on prend notre timeline de notre monde et à un moment donné, on change un truc. Ou deux trucs. Voilà. Les uchronies les plus communes, c'est les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Oui. J'ai encore réussi à sortir nazi dans un live, bref. Donc, c'est l'uchronie la plus commune. Il y en a, c'est Napoléon a gagné sa conquête, la Bérésina n'a jamais eu lieu. Voilà, on peut faire des uchronies sur ce qu'on veut. Moi, donc, dans la dernière geste, j'ai 2 points d'uchronie. Donc, ce qu'on appelle le point d'uchronie, c'est l'endroit où on change la timeline. Moi, j'en ai 2. D'abord, l'humanité n'a jamais été la seule espèce capable de communiquer directement avec elle-même. Il y a toujours eu les fées, donc les fées, c'est les fées des légendes celtes, c'est-à-dire beaucoup moins de paillettes et beaucoup plus de gelage de sang dans les veines. Voilà. Donc ça, c'est le premier point d'uchronie. L'humanité n'a jamais été la seule espèce... elle s'est pas crue en domination. Voilà. Elle a toujours eu un contre-pouvoir, entre guillemets. Et le deuxième point d'uchronie, c'est la défaite des bituriges. Et là, en général, les gens me disent « Morgane, de quoi est-ce que tu parles ?» Tu parles de bitures. Oui, alors ça a un rapport. Les bituriges sont une tribu gauloise qui vivait du côté de Bordeaux. Et en fait, c'est un point tournant de la guerre des Gaules. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où on est sûr, après ça, que les différentes tribus celtes vont perdre. Voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, l'ensemble des tribus gauloises s'étaient mis d'accord sur une politique de la terre brûlée. Sauf les bituriges qui ont dit non, nous on tient le siège des armées romaines dans Bordeaux. Enfin, ce qui allait devenir Bordeaux. Ils se sont fait rouler dessus. Voilà. L'armée romaine a fait lol, je crois qu'on a marché sur un truc, en gros. Sauf que, comme ils avaient prévu de tenir un siège, ils avaient énormément de bouffe, de vivres, de ravitaillement. Et donc l'armée romaine s'est ravitaillée quand le but de toutes les autres tribus, c'était de les affamer. Voilà, parce que là où on pouvait prendre l'armée romaine à revers, c'était effectivement, comme ils avaient pour habitude de ne pas pouvoir acheminer toute la bouffe
mais de se fournir sur place. Voilà, et ben c'était l'une des techniques qui fonctionnait à peu près contre l'armée romaine. D'ailleurs, elle a été réemployée plus tard, voilà, au Moyen-Orient, voilà, dans l'actuelle Turquie. Et ça fonctionne à peu près. Bon, ça reste l'armée romaine, hein, on n'est pas sûr qu'on aurait gagné ou pas, mais dans mon univers à moi, bah, en fait, les Bituriges ont été intelligents, ils se sont repliés avec les autres, voilà, et donc tout le monde s'est replié en Keltia, et c'est comme ça que Keltia a été fondée. Keltia, le pays où apparemment tout le monde veut vivre. Malheureusement pour nous, il n'existe pas. C'est quand même contrariant. Voilà, donc mon point du chrony, il est là. Et du coup, à partir de là, on déroule un monde où il y a plein de différences avec le nôtre. C'est-à-dire qu'il y a des découvertes qui ont été faites beaucoup plus tôt, d'autres qui n'arriveront jamais. Comme j'aime bien dire, l'aviation n'a jamais décollé. Je suis désolée, c'est vraiment une blague, je vous jure. Voilà, l'aviation n'a jamais décollé parce que dans les airs, il y a les airlings. Si vous avez lu le bouquin, vous aurez noté que les airlings n'ont pas trop tendance à kiffer qu'on les contrarie. Voilà. Et donc, bah, quand vous avez dans les airs des fées capables de trouer les montgolfières, eh bien, voilà. Clément Ader est malheureusement décédé à sa première tentative. Les frères montgolfiers se sont fait crever leur ballon et ont atterri au milieu de la Méditerranée, et ainsi de suite. Voilà, ce qui fait que l'aviation n'a jamais décollé. Donc, le principal moyen de transport, c'est... Oui, parce qu'ils ont aussi fermé les océans, les fées, hein, quitta. Donc le principal moyen de transport, c'est le train. Voilà. C'est comme ça qu'on peut avoir des méga chouchous, parce que c'est trop bien les méga chouchous. C'est trop bien les méga chouchous. Donc qui vote pour les méga chouchous? Ça évite les accidents de voiture. Voilà, déjà ça évite les accidents de voiture ou l'écart dans le passé, voilà. Donc voilà, donc voilà, d'où les trains géants, parce que je ne sais pas, c'est cool les trains géants. Quand on peut mettre des trains géants dans une histoire, pourquoi on n'en mettrait pas? Voilà. Donc on se retrouve dans un 1995 qui n'a rien à voir avec le nôtre, où la France est toujours une monarchie absolue, où de façon générale la tyrannie prospère, parce que quand on a un ennemi à craindre, on tombe beaucoup plus vite vers l'extrême droite. C'est bizarre ça. Tout lien avec l'actualité serait purement fortuit, puisque j'ai commencé à écrire ça en 2008 quand même. Donc, il se trouve que, voilà. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit que Louis-Philippe, le méchant avec des gros guillemets, quand j'ai publié le bouquin pour la première fois en 2016, tout le monde m'a dit « Ah non, mais quand même, il est un peu caricatural. » Aujourd'hui, les gens me disent « Tu t'es inspiré d'Emmanuel Macron ?» Voilà. Non, il est pas né. Je ne blague pas, c'est authentique, on m'a vraiment demandé ça plusieurs fois. Et donc la réponse est non, puisque j'ai créé Louis-Philippe en 2008. Et lui, c'est peut-être inspiré de ça. Il n'a pas compris. Dans ce cas, il n'a pas compris 2-3 détails dans l'histoire. Voilà. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on est passé de « Oh, il est un peu abusé, ton méchant, quand même. » Non, il est soft hein, par rapport à ceux qu'on a dans le vrai monde, ça va. Hein. Oui, non, effectivement. Et donc, on a la royauté en France, et en quelqu'un, on a une démocratie. Oui. C'était volontaire absolu de faire une inversion totale du roi en Angleterre et de... Non, on n'a pas une démocratie. Oui, non, alors... On a essayé. On a essayé, on tente. Non, en fait, alors l'idée, l'extrapolation, c'est que en fait, la royauté anglaise, elle date de toute façon de Guillaume le Conquérant, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Or là, Guillaume le Conquérant n'est jamais allé en Angleterre, en fait, parce que elle était déjà indépendante depuis 8 siècles à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il n'a jamais eu une seule chance que ça arrive. J'ai calculé à la louche, c'est peut-être 9 siècles, et voilà. Donc en fait l'idée c'est que les Celtes se sont repliés, enfin du moins les tribus consentantes avec le concept de considérer les fées comme nos égales et vivre avec elles en harmonie, se sont repliés en Asia. À partir du moment où on est capable de considérer une autre espèce comme notre égale, comment vous dire que les autres discriminations enfin voilà quoi. Bon voilà, donc du coup les Keltia, c'est en fait c'est une démocratie parce que ça peut pas être autre chose. Alors déjà parce que je me suis vachement inspirée des anciens Celtes. Voilà, il faut savoir je ne sais pas ce que vous savez des anciens Celtes, mais les anciennes tribus celtes élisaient leur roi. Voilà. Donc c'était pas une démocratie au sens à nous du terme, mais ils élisaient leur roi. Ce qui déjà est un concept. Enfin, c'est-à-dire que les seuls autres endroits où on avait élu des dirigeants dans le monde à ce moment-là, c'était Athènes. Hein. Juste pour donner une échelle de... Voilà. Donc ils élisaient leur roi, et aussi ils avaient une méthode que je trouve personnellement très sympathique, c'est quand le roi ne donnait pas satisfaction, et ben il le condamnait rituellement à mort, il le tuait. Et donc on trouve régulièrement des cadavres dans les tourbières d'Irlande ou d'Écosse
et autrefois de Bretagne, hein, de gens, de rois. Hein. Alors ils sont bien avec leur couronne, leur appareil royaux, voilà, joyeusement empoisonnés, puis étranglés et ensuite laissés à momifier dans la tourbière. Moi je trouve que c'est un bon plan pour éviter que les dirigeants ils fassent trop de bêtises. Si ça va pas, tourbière. Bon, il y en a quelques-uns qui ont dû avoir des problèmes se disent parce que ça devait juste être un gros coup de pas de bol, genre mais il y a une sécheresse, c'est pas ma faute la famille. Tourbière. Voilà. Donc en attendant, du coup, ils s'élisaient, les rois étaient élus parmi les guerriers et les guerrières. Voilà. Et ils pouvaient aussi, accessoirement, déjà à l'époque, être des reines. Ça ne posait aucun problème. D'ailleurs, la grande saga d'origine de l'Irlande, dans les migrations, il y a la grande saga des reines d'Irlande. Voilà. Ça dit un truc. Donc en fait, une fois que je partais sur cette base-là, je l'ai extrapolé, alors avec ma sensibilité, mes envies et ma vision, hein, je ne dis pas que c'est ce que les Celtes seraient vraiment devenus, si, déjà parce que les Celtes, c'est le genre de peuple, on se retourne, il y a eu 3 nouvelles découvertes archéologiques qui ont remis en question la moitié des trucs qu'on savait. Donc non, en 2008, je ne savais pas absolument tout ça, mais on avait quand même suffisamment de textes et d'éléments pour que ce soit pas non plus une vision complètement fantaisiste. Toujours toi dans un univers où il y a des faits, hein, donc bon, avec toutes les pincettes de la relativisation qu'il faut, voilà. Et de la même manière, en fait, quand on a un ennemi commun, on est beaucoup plus porté sur la tyrannie, donc c'est beaucoup plus cohérent que les révoltes, enfin la révolution de 1789 n'ait jamais eu lieu en France, voilà, pour exactement les mêmes raisons, quelque part, que qu'elle est une démocratie. Donc on parlait justement des fées, des êtres magiques. Oui. Tu as utilisé des sources pour créer tout ça, des êtres magiques qui existent, tu en as créé 100% d'autres Alors la plupart sont on va dire, il y a une base qui est sur les faits des légendes celtes, vraiment au sens large, voilà. Ensuite, moi, j'ai un peu strike le casting, parce que les faits des légendes celtes, les faits celtiques, il y en a plusieurs centaines de sortes différentes. Donc, à un moment donné, j'avais pas à sortir tout ce bestiaire-là, parce que ça aurait rendu le truc un peu confus, voilà. Mais, chaque fait est un genre de... Enfin, chaque fait de la dernière geste est issu d'un ensemble de plusieurs faits du légendaire celte. Certaines en portent le nom, par exemple les Selkie, voilà, qui c'est du coup la Selkie de la tradition écossaise, mais il y a un peu dedans aussi de Banshee, voilà. Donc déjà voilà, on est sur un mélange de ces deux-là. Donc là j'ai gardé le nom, pour d'autres j'ai changé, pour d'autres j'ai donné le nom français, par exemple Feu Follet, voilà. Donc les feux follets qui sont pareils, hein, un mélange pas que des feux follets, mais et des fois il y a même quelques autres mythologies qui ont pu inspirer, mais principalement c'est l'effet des légendes celtes que j'ai regroupé un petit peu par catégorie. Voilà. Surtout dans le premier tome, on a aussi une grosse dimension japonaise. Est-ce que pour cette partie-là aussi, il a fallu travailler Alors là, par contre, il y a eu beaucoup de recherches. Autant les légendes celtes, c'est ma culture. Donc, quand les gens ils sont là, mais d'où viennent tes connaissances des légendes celtes? J'ai grandi dans un pays où aller à la veillée comptée, c'est normal. Donc, moi, la plupart des trucs sur les légendes celtes, c'est ma culture, donc j'ai grandi dedans, donc ça simplifie vachement le problème, j'ai envie de dire. La veillée comptée, j'entendais fromage. Tu as faim. Tu as faim. Je viens de compter aussi. Donc ah, ça aide. Il y a des gens très très bien, hein, franchement. En tout cas, je ne sais plus du tout ce que je disais. Et ça, c'est rigolo. Oui, donc tout ça pour dire que ça, c'est ma culture. Le Japon, c'est pas ma culture. Mais j'ai quand même grandi avec les mangas. Donc il y avait quand même des bases, au moins sur l'idée de narration et de personnages. Alors attention, hein, regardez des mangas ne vous apprend rien de la culture japonaise. Hein. En revanche, ça donne des tournures de phrases, des machins que nous on a, surtout quand on regarde en VO. Au moment où j'ai commencé, je traduisais des mangas. Voilà. Je faisais partie d'une team de Scantrad et je les traduisais du japonais vers le français très mal. Et il y avait intérêt à y avoir des
des hiragana à côté des kanji, sinon j'étais foutue. Mais des furagana, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça des furagana, parce que sinon j'étais fichue. Mais du coup j'ai fait pas mal de recherches, ouais, notamment sur l'ère Edo, et le passage de l'ère Edo à l'ère Meiji, qui est du coup ma principale inspiration dans la dernière geste, c'est vraiment un mélange de fin d'ère Edo. Voilà, c'est vraiment cette partie-là qui m'a le plus inspirée. Voilà. Du coup, il y a beaucoup de trucs, par exemple les histoires de nœuds d'obi et de choses comme ça, qui sont des trucs vraiment assez caractéristiques de l'ère Edo sur ce point de vue. Donc la dernière geste, on a évidemment Yuri qui est justement sur notre tome Je 1. montre aux gens vous connaissez déjà. Voilà, mais on a aussi une multitude de personnages, une multitude de lieux, une multitude de points de vue, parce qu'on n'est pas justement centré sur le point de vue de Yuri. Comment est-ce qu'on écrit autant de personnages sans se perdre, sans se... Est-ce que vous confondez vos amis entre eux? Ça arrive. Nous avons donc un prosopagnostiques dans la salle. Désolée, je vais caser ce mot aujourd'hui, chef. Ce qui n'était peut-être pas ton cas, mais c'était rigolo. Non, en fait, c'est vraiment ça, c'est que mes personnages... Alors, je dis souvent que je ne suis pas forcément la meilleure scénariste de la galaxie, encore que dans le 5e tome, vous allez être tellement contents. Mais pour le moment, on n'en a que 4, donc voilà. Je suis pas forcément la meilleure scénariste de la galaxie. J'ai un style que j'estime être bon, je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Mon style littéraire, ça va? Oui, Ouais. il hoche la tête là devant, ça a l'air bon. Voilà, ils ont enquillé voilà, presque plus de 3 millions de signes, donc j'en déduis que ça s'il y a va. 4 volumes, c'est que... Voilà. Alors, il y en a qui est presque 4 millions de signes, donc j'en déduis que c'était pas si mal. Par contre, je crois que là où je suis vraiment très forte, c'est pour mes personnages. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ouais. Du coup, en fait, c'est pas difficile du tout pour moi parce que chacun d'entre eux, en fait, dans le tome 1, à un moment donné, vous savez, il y a Taliesin qui donne sa voix à d'autres gens et donc de son corps à lui sortent les voix de plusieurs personnes en même temps. Eh bien, je fais un peu ça dans la dernière, c'est-à-dire que c'est eux qui choisissent de parler et moi, c'est pas que je retranscris parce que quand même, des fois, je commente, surtout avec Roussette. Je commente beaucoup ce que fait Roussette. Voilà, mais c'est eux, en fait, qui ont chacun leur voix et en fait, quand ils ont quelque chose à dire, en fait, c'est pas que dans ma tête, ils me disent je veux parler, mais c'est que la scène, elle s'écrit naturellement de leur point de vue à eux. Et il y a certaines scènes, je ne pourrais pas les écrire d'un autre point de vue que du personnage qui a choisi d'avoir la parole à ce moment-là. Voilà. C'est un peu comme dans une scène irlandaise où chacun prend son solo à un moment donné et puis ensuite il le rend aux autres. J'ai quand même réussi à faire une métaphore musicale. Donc j'espère que... Bon, les gens savent qu'on lit de la fantasy, donc quand on a beaucoup de personnages, on sait qu'il va y avoir des morts. Donc évidemment, on ne va pas dire lesquels, mais justement, tu nous dis à quel point tu aimes tes personnages et tu en tues beaucoup. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tu savais dès le départ qui tu allais tuer? Beaucoup de questions. Alors, il y en a, ils arrivent dans l'histoire pour mourir, ouais, clairement. D'accord. Voilà. Bien malheureusement pour moi, parce que voilà. Alors je tiens à signaler quelque chose. Qui parmi vous a pleuré sur l'un des tomes ou plusieurs de la dernière geste? Voilà. Voilà. J'aime bien, il y en a qui font discrètement. Donc, sachez que j'ai pleuré plus que vous tous réunis. Parce que le temps d'écriture est infiniment supérieur, d'accord, au temps de lecture, et qu'en plus, moi, j'ai dû me coltiner de les relire. Et quand, Oui, j'ai repleuré au chapitre 12, en relisant cette année, en 2024, pour l'envoyer à l'imprimeur. J'ai quand même réussi à repleurer au chapitre 12, d'accord? Voilà. Donc la réponse est je souffre. Bordel, mais pourquoi font-ils ça? Bon, alors la réponse est sinon il n'y aurait pas d'histoire ou elle serait vachement bien. Oui. Non, tu as lu le 4 déjà? Non, pas encore. Non, pas encore. Je suis vraiment désolée. Non, mais je sais. On m'a dit que ça va être... On m'a envoyé une pétition pour que l'un des personnages survive au tome 4. Oui, je vois, il y a des signataires, voilà. On m'a donc envoyé une pétition pour que l'un des personnages survive au tome 4. Je vous dis pas du coup, parce qu'on m'a dit voilà, pas de spoil. c'est ça. Non, mais c'est horrible en fait, je sais même pas pourquoi je fais ça, hein, honnêtement. Voilà, mais je saigne.
Voilà. Peut-être Estelle C, parce qu'elle est autrice aussi, donc voilà, peut-être. Voilà. Je confirme, on chien plus que lui. Voilà, ah voilà, merci. Voilà. Donc non, c'est horrible. En plus, moi, je suis une grosse pleurnicheuse, donc non, c'est une catastrophe. Mais d'un autre côté, en fait, je promets que chaque mort a un sens. Je ne suis pas... on en parlait d'ailleurs il n'y a pas longtemps à Échos et Merveilles sur quelqu'un qui me disait, mais en fait, oui, mais tu n'es pas George Martins. Tu ne tues pas tes personnages pour le plaisir de tuer des personnages et de dire, regardez, c'est gore, c'est trash et c'est violent. Non. Le problème, c'est qu'il y a un sens. Voilà. J'en déduis que le problème, c'est qu'il y a un sens parce que du coup, chaque mort est généralement individuelle, pensée, réfléchie. Il y a des morts hors champ, mais pas tant que ça. Et c'est jamais gratuit. Je ne tue jamais gratuitement un personnage. Je ne fais jamais souffrir un personnage gratuitement non plus. Je tiens à ce que vous le sachiez. D'accord ? Mais bon, en même temps, quand j'introduis des personnages dépressifs, alcooliques, qui n'ont pas vu le soleil depuis 20 ans, au sens littéral, et qui sont à moitié dépressifs, enfin, qui sont pas à moitié, qui sont complètement dépressifs et à moitié alcoolos et qui tiennent le monde à bout de bras, à un moment donné, qu'ils aient envie de baisser les bras, c'est peut-être pas si étonnant non plus. Hein. Je veux dire, quand je vous dis qu'il y en a qui arrivent dans le récit pour mourir, alors mec, tu fais pas d'effort pour que je te sauve là-bas. Est-ce qu'il y en a qui s'étaient pas prévus, qui meurent et leur histoire, c'est parti, sans citer de nom aussi, mais... Non. 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 C'est-à-dire que pour moi, toutes les morts qui arrivent, elles sont cohérentes. Oui, mais ça pourrait être au fil de l'histoire, ça dépend comment tu écris, et au fil de l'histoire, tu t'es rendu compte qu'en fait, il allait mourir alors que tu pensais pas au début. Bah, en fait, alors là, dans le tome 4 en particulier, bon, le tome s'appelle Liste de guerre, encore une fois, je vois pas à quel moment c'est spoil de dire qu'il y a des gens qui meurent. Voilà. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fini Liste de guerre il y a pas longtemps, qui m'a dit, mais quelque part, ça fait du bien, parce que toi, au moins, tu mets pas de bouclier en scénariste. Elle m'a dit, j'ai lu un bouquin, il y a eu une guerre, et en fait, tous les persos principaux ont survécu à la guerre. Genre, il y en a un qui avait fini avec une blessure, puis tous les persos principaux, ah bah moi non, hein, désolée de vous dire ça, mais si je veux vous montrer l'horreur de la guerre, je vais striker le casting. Et d'un autre côté, enfin voilà, hein, je ne vais pas dire, mais quand je dis dans le tome 1, quand je fais dire à certains personnages, nous sommes le bouclier de Keltia, et que le monde entre en guerre, le bouclier, il va pas ressortir de la guerre intact. Voilà, je suis désolée, mais ça n'est pas possible. Voilà. Donc non, mais pour le moment, j'ai jamais tué de perso qui n'avait aucune chance logique et cohérente de mourir et qui n'était pas dans une... Enfin, entre guillemets, qui n'était pas au courant que ça pouvait arriver. Voilà. Ils étaient prévenus au début de l'histoire. Ils étaient prévenus au début de l'histoire. Ils étaient consentants à décéder, si vous... Les personnages étaient consentants à leur propre décès. Donc, on a voilà, la grande histoire, ça va parler de guerre, ça va parler de royauté, ça va parler de tout ça, mais on a aussi de la vie de tous les jours, des fêtes. Comment tu fais l'équilibre entre la petite et la grande histoire de tes personnages? La grande histoire n'a pas de sens sans la petite. Oh putain, j'ai dit un truc là, merde. Des fois ça arrive, désolé, ça sort par erreur. Non, en fait, non mais c'est vraiment quelque chose, en fait, c'est que la grande histoire n'a aucun sens sans la petite. Ce qui nous intéresse, enfin, moi ce qui m'intéresse, c'est les gens. Voilà. Vous êtes tous très intéressants, tous et toutes très intéressants, très intéressantes, je tiens à vous le dire. Alors en ça, je vais dire que j'ai eu deux œuvres qui ont influencé énormément mon écriture. Et les deux font exactement ça aussi. C'est-à-dire que les deux ont ce truc de... Il peut y avoir la grande histoire, mais s'il n'y a personne pour la vivre, on s'en fiche. Enfin, pardon, mais voilà. Il peut y avoir des grandes guerres, il peut y avoir des puissants qui décident des trucs. Moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ma question, c'est comment vont vivre les gens et comment vont survivre les gens à ça. Et donc, dans les deux œuvres qui m'ont énormément influencée, il y a Le Seigneur des Anneaux. Vous savez, le truc où il parle de gueuleton et de trouver de l'herbe à pipe au fin fond du trou du cul du monde à un moment donné, parce que voilà, et où en fait, ce qui à la fin fait survivre le héros, lui fait accomplir sa quête, c'est d'avoir envie de bouffer des fraises. Oui, je parle de Sam. Et des patates, ok ? Et oui, je suis désolée de dire qu'en fait, vous gardez que Aragorn, Gandalf et compagnie, le Seigneur des Anneaux, on s'en fout.
Pardon, hein, mais non, ce qui est important, c'est Sam, en fait. C'est Sam, c'est Mary, c'est Pipin, c'est est-ce qu'ils vont arriver à rentrer dans la comté bouffer des patates. Je suis désolée de dire que... Enfin, les autres, c'est des grandes destinées, mais nous, on n'est pas des gens qui ont des grandes destinées, en fait. On est des vrais gens, et à un moment donné, quand la guerre, elle arrive, on dit toujours, hein, la guerre, c'est les puissants qui la déclenchent, mais c'est pas les puissants qui payent. Donc, voilà. Du coup, la petite histoire... elle est hyper importante parce qu'en fait, la grande n'a aucun intérêt sans elle. Parce qu'à la fin, il y a toujours des gens qui vivent les événements. Et voilà, moi ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est les gens. Voilà. Et puis, des fois, la petite histoire rencontre la grande, façon boulet de canon et armée d'un couteau. Excuse-moi, c'est quoi la deuxième œuvre du coup vous avez cité ça Oh, c'est ElfQuest. Et si vous ne connaissez pas ElfQuest, lisez ElfQuest. C'est tellement merveilleux. C'est incroyable. Ça n'a aucun... En plus, tout ce qu'ils ont publié avant 2013, c'est encore en cours de publication, mais tout ce qui a été publié avant 2013 est en lecture libre sur le site des auteurs, enfin de l'auteur et de l'autrice. Parce qu'ils sont cool à ce point. Voilà. Et voilà. Et on m'arrête pas de me dire détruisez vos idoles, mais Richard et Wendy Pini ne font aucun effort. Ils continuent d'espérément d'être des gens bien. Moi, voilà, ils font pas d'effort. Voilà. Lisez ElfQuest, c'est vachement cool, c'est vachement queer, c'est vachement long. Voilà, et donc c'est vraiment pareil, à savoir qu'on suit d'abord des personnages. Et des fois ils rencontrent la grande histoire. En général en chevauchant des loups géants à la préhistoire. Ce qui est un argument de poids. C'est de la SF préhistorique avec des loups géants. Ça vous va? C'est bien. Oui, effectivement, c'est bien. C'est improbable, je sais. Donc, on a évoqué les trains. Et on voit bien dès le début que le train, c'est un peu la colonne vertébrale du récit, du monde aussi. Le perso principal, c'est Yuri ou c'est le train? Alors on cherche encore qui est le perso principal de l'histoire, mais c'est pas le train. D'accord. C'est peut-être l'équipage du train. Oui. Encore que, ou alors il faut beaucoup de membres honoraires. Qu'on collectionne les membres honoraires dans ce cas. Voilà. Non, on cherche encore qui est le héros de l'histoire. Hein. Je sais pas. Je crois que si on demandait aux gens individuellement de qui pensez-vous que c'est vraiment le héros ou l'héroïne de l'histoire, je crois que tout le monde aurait une réponse différente. Moi j'aime bien dire que l'héroïne, la seule vraie héroïne de l'histoire, c'est Loardan. Voilà. Si vous voulez que moi je vous dise perso qui est l'héroïne, c'est Loardan. Voilà. Elle arrive dans le tome 3. Parce que j'aime bien faire des trucs que personne ne fait. Voilà. Mais très sincèrement, je pense que justement l'un des propos de la dernière geste, c'est qu'il n'y a pas de héros. Si vous voulez changer le monde, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Si vous voulez protéger les choses qui vous sont chères, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Et justement, je crois que Yuri est symbolique de ça parce que c'est quelqu'un qui a une très forte impuissance apprise et qui va la briser peu à peu. Voilà. C'est pour ça que Yuri est assez symbolique de ce que raconte l'ensemble du récit. Pour autant, c'est pas l'héroïne, et vu le nombre d'erreurs, de foirages, de ratés qu'elle s'enquille, c'est presque un miracle qu'elle soit toujours debout celle-là. Franchement. Voilà. Et la dernière geste, pourquoi? Alors, déjà, il n'y a pas de faute d'orthographe dans le titre. Oui. C'est la dernière geste. Alors c'est rigolo d'ailleurs, j'ai des gens qui me disent la dernière guest. Voilà. Donc quelque part ils ont compris. En français on dit geste, on peut dire geste, il n'y a pas de problème. Une geste, c'est un chant médiéval à la gloire d'un ou plusieurs héros. Voilà. Dans mon cas, c'est beaucoup plusieurs. Beaucoup de plusieurs. Énormément de plusieurs. Tout un tas de plusieurs. Pourquoi la dernière geste? Bon, d'abord parce que j'aime bien le Moyen-Âge comme période. Et que puis c'est classe quand même, je sais pas, vous en dites quoi, la dernière geste ça claque un peu comme saga. Aussi parce qu'il raconte tellement n'importe quoi qu'honnêtement il fallait un titre suffisamment générique pour que ça soit cohérent avec le récit. Et aussi parce que y a des bardes dans cette histoire quand même, un petit détail. Tu vois, est-ce que les héros c'est pas les bardes? Peut-être. Parce qu'ils donnent de leur personne quand même. Les fourmis aussi, mais bon, voilà. Et que la dernière geste c'est une blague intradiégétique aussi, puisque chaque bouquin commence par un extrait de la vraie dernière geste qui existe dans la dernière geste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que dans l'univers de la dernière geste existe vraiment un chant qui s'appelle la dernière geste et qui est chanté par l'un des personnages. Je ne dis pas lequel pour ne pas spoiler, même si c'est assez évident.
Voilà. Du moins pour les gens qui ont lu le livre. Voilà. Et du coup, c'est aussi ça, c'est qu'en fait, c'est parce que voilà. Alors, techniquement, il faudrait dire que c'est les trouvères qui composent les gestes, et les trouvérites, les troubadours et les trouveresses. Mais donc, dans mon univers, moi, c'est les barbes qui composaient des épopées, qui sont les ancêtres des gestes. Donc, techniquement, on retombe sur nos pattes. Et c'est aussi parce que la musique a une très grande importance dans le récit. À la base, une geste, c'est destiné à être chanté. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les titres, c'est des chants. C'est pas des tomes, c'est des chants. Parce que bah, c'est une geste. Que dans une geste, il y a plusieurs chants. Voilà. Et même un contre-chant, j'espère. Ouais. Je pense que vous voulez ce contre-chant. Voilà. C'est le préquel du personnage bleu. Ça, je fais beaucoup d'efforts pour pas spoiler aux gens sur Instagram. Donc voilà. Pour moi, c'était important de parler de la geste. Parce que justement, les héros médiévaux sont pas du tout ce qu'on imagine qu'ils sont. Beaucoup d'entre eux sont imparfaits. Ils font régulièrement des erreurs. Pas mal se plantent. Si un jour vous lisez Perceval, vraiment, Perceval, le nombre de fois où il se plante, mais des fois on en dit, mais mec, tu as un cerveau, allume-le, vraiment, d'accord. Bon, je parle même pas de Yvain qui oublie carrément qu'il a une meuf parce qu'il est occupé à traîner avec son boyfriend. Non mais c'est vrai, bah, Yvain et le chevalier au lion, c'est... Je suis désolée, j'ai fait une date de plus d'1 an avec mon boyfriend et bon, il se trouve qu'on avait fait un mariage de convenance. C'est vraiment ça, hein, voilà. Et j'ai une grande affection pour la littérature médiévale et le fait que leurs personnages, qu'aujourd'hui on idéalise beaucoup, sont en réalité, passent leur temps à faire d'énormes erreurs. Voilà. Et je voulais avoir cette humanité des personnages dans la dernière geste, de dire, on va raconter encore une fois des histoires de gens, ils vont faire des erreurs. Bon. Sauf que moi, j'ai plus fait une geste à la Robin des Bois que à la Chrétien de Troyes. Voilà. Et puis aussi, la geste, ça appartient à tout le monde. Parce que tout le monde peut chanter une geste une fois qu'il l'a apprise. Alors voilà, parce que c'est une histoire qui appartient à tout le monde. Genre à vous, là. On voit souvent la question de l'écologie et de la société utopique en SF. Tu savais dès le début que tu voulais parler de ça dans la dernière geste. Ah ouais, Keltia est totalement pensée pour être ce que j'appelle une utopie réaliste. Keltia est pensée pour être un truc qui semble utopique mais qui en réalité est faisable. Si on s'en donnait la peine. Bon, c'est mal barré. Mais oui. Ouais. En fait, l'utopie, moi pendant toute mon enfance et mon adolescence, beaucoup mon adolescence, on me présentait beaucoup l'utopie comme un concept naïf et un peu neuneux. Voilà. C'était le Zadig de Voltaire, quoi. Oh, ils sont arrivés en Eldorado, il y a des pierres précieuses par terre. Oh là là, incroyable. Bon, voilà, c'était ça l'utopie en fait. C'était ça l'image qu'on avait de l'utopie. Et moi, j'aime bien ne pas faire comme tout le monde. Et quand j'ai commencé à écrire La Dernière Geste, c'était aussi le gros début de cette grande période des dystopies. Parce que alors déjà, j'étais en école d'ingé, donc tout le monde se pâmait sur Philippe Cadic, voilà, qui adore les dystopies, voilà. C'était Blade Runner, hein, on est dans des mondes super dystopiques, dans le cyberpunk, voilà. Après il y a eu Hunger Games, il y avait Battle Royale, il y avait tous ces trucs là, et c'était de la dystopie, et de la dystopie, et de la dystopie, regarde comment que c'est, et nos futurs, et de toute façon. Et moi en fait, j'étais là... En fait, je crois que c'est plus révolutionnaire et plus rebelle aujourd'hui d'inventer un monde meilleur qu'un monde pire. c'est plus culotté et c'est plus gonflé finalement de dire eh ben moi je vais imaginer un futur ou au moins pas un futur dans mon cas mais une version du monde plus belle, plus positive, plus vivable. Et non, elle est pas neuneu en fait. Arrêtez de dire que c'est naïf et neuneux de juste vouloir être optimiste. En fait, c'est simple d'être sarcastique. C'est simple d'imaginer une dystopie. Enfin, je veux dire, on prend le monde actuel et puis enfin, on est déjà... Enfin, et en 2008, on avait déjà des prémices. Enfin, c'est facile de voir tout... C'est facile d'être pessimiste. Rester optimiste face à ce qu'on vit, c'est beaucoup plus dur et c'est pas naïf en fait. Ça demande paradoxalement une beaucoup plus grande maturité, une beaucoup plus grande acuité, un beaucoup plus grand réalisme sur le monde. Un jour, il y a un type sur Twitter qui m'a dit « Ouais, the world is unfair, deal with it. » Et je lui ai répondu « I know, and I won't. » Voilà. Je sais,
Je sais que le monde est moche, mais merci, je vis dedans, hein, je vous dis. Puis alors, mec, pardon, mais t'es cis, blanc, hétérosexuel et à vue de nez, t'es pas pauvre. Comment te dire que je suis un peu plus au courant que toi? Bon, je sais que le monde est moche. Merci, je suis au courant. Enfin, je sais pas, je suis au courant, vous êtes au courant, même les gosses, ils sont au courant. J'ai bossé avec des gamins en école primaire, et j'avais des gamins qui faisaient des crises d'anxiété à cause de l'état du monde en CE1. Enfin, c'est facile d'imaginer un monde moche. Encore une fois, il n'y a qu'à regarder, on est dedans. Mais envisager la possibilité d'un monde meilleur et activement la penser, la réfléchir, considérer les obstacles qu'elle va devoir franchir pour exister et créer une proposition politique qui soit imperméable au totalitarisme, bah alors déjà ça demande, je suis désolée de dire ça, mais un petit peu plus d'effort intellectuel. Parce qu'il faut envisager tous les problèmes. Au lieu de prendre un problème, de le regarder, de mettre un gros, voilà, de mettre une grosse loupe dessus et de regarder comme ce problème est horrible, c'est de dire, alors il y a ce problème, 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 ce problème. Comment on les résout tous? On y va, on y est. Et donc pour moi, c'est pour ça que l'utopie est plus rebelle, est plus difficile. Et en même temps aujourd'hui plus porteuse de sens que la dystopie. Et donc proposer une utopie avec Keltia, et plus encore une utopie réaliste, c'est-à-dire pas une utopie où il y a des cailloux, des pierres précieuses par terre et qu'on peut se pencher pour ramasser des rubis, mais une utopie réaliste, une utopie qui soit une vraie proposition d'un monde meilleur. Et bah ça c'était important pour moi. Parce que, encore une fois, c'est pas être naïf que de regarder le problème en face et de dire je ne te laisserai pas me rendre pessimiste, je ne te laisserai pas me faire croire qu'il n'y a plus d'espoir, tu es un problème, et ben je vais essayer de te résoudre. Bon, en même temps, j'étais en maths sup, maths spé, alors le nombre de problèmes insolubles que je me tapais au mètre carré était intense. Hein. Il y en a ici qui s'en souviennent, il y en a qui s'en souviennent, il fait non. Voilà, donc voilà pourquoi je considère que l'Uchronie aujourd'hui, c'est beaucoup plus culotté finalement, c'est beaucoup plus courageux quelque part que la dystopie. Je ne dis pas que la dystopie n'est pas utile, je dis qu'elle est vachement plus simple à écrire. Je le sais parce que je l'ai aussi fait. Et ben ça prend vachement moins de temps de cerveau. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? N'ayez pas peur, lancez-vous. Il faut toujours qu'il y ait... Oui. Je peux pas te spoiler puisque je ne l'ai pas lu. Ah, il y a une personne qui l'a Voilà. pas. Incroyable. C'est quoi tes uchronies préférées du coup? Parce que moi je viens d'un background, j'ai lu plus de la SF, donc des uchronies. T'en as un C'est quoi qui- celle que tu préfères? Eh bien, tu vois, je vais te répondre que on n'écrit jamais le livre qu'on a aimé, on écrit toujours le livre qui nous a manqué. Maintenant, tu sais pourquoi j'écris des uchronies. Parce que j'ai jamais trouvé une uchronie qui me fasse dire ouais. Voilà. Bah, alors déjà, en général, enfin, la plupart des uchronies, c'est quoi 1984, Blade Runner, enfin, encore une fois, la plupart, elles sont, voilà, de la dystopie. La Il y en a dystopie, des c'est une positives, uchronie. La rédemption de Christophe Colomb, par exemple, de Scott Card. Bon, Scott Card Oui, alors par principe, je lis plus Scott Card, je ne peux pas. Sauf à vouloir lui faire manger ses livres. Du moins ceux de lui que j'ai lus. Et je me suis tapé tout Ender et tout le cycle de l'ombre. J'avais très envie de lui faire bouffer ses livres. Donc oui, il en existe, mais du coup, je les ai pas toutes lues. Je n'ai pas lu l'ensemble de toutes les uchronies du monde. Et du coup, à force de ne lire que des uchronies que je trouvais... qui tournaient beaucoup en boucle sur le monde est pourri, regardez comme le monde est pourri. Bah, j'ai fini par en écrire une qui disait le monde est peut-être pourri, mais... Juste, si je peux me permettre, en ayant lu pas mal d'uchronies, notamment des pas traduites en France, c'est vrai que la réflexion sur une uchronie effectivement positive, elle est très récente et elle est très très peu venue jusqu'à chez nous en fait. Et l'un des très rares exemples que j'aurais, c'est The Girl from the South, mais qui n'est pas traduit par exemple. Donc là, c'est qu'il y a une réflexion positive sur l'humanité dans une uchronie, c'est chaud quoi. Pour le coup, c'est un genre que je connais beaucoup et
dont j'ai eu pas mal de trucs à séparer. Mais effectivement, soit ça part dans le plus roman d'aventure et c'est encore autre chose, soit c'est ou déprimé ou de droite. Ou les deux, hein, ça peut être de droite et ça me déprime. Mais là c'est involontaire. Mais c'est vrai que par exemple, pour moi, dans tout ce que j'ai bouffé comme uchronie, The Guns for the South est différent en quelque sorte, parce qu'il pose la question, grosso modo, c'est une uchronie où les sudistes, pendant la guerre des États-Unis, se retrouvent avec les AK-47. Voilà. Ouais, quand je dis, Et, je veux pas dire. ouais, donc déjà on sent le fait. Non mais en fait, c'est l'idée que de toute manière, il y a un mouvement positif de l'humanité qui fait que quelle que soit la personne qui gagne, l'esclavage va être aboli. Mais cette pensée positive de l'Uchronie est hyper récente et pas beaucoup arrivée jusqu'en France en plus. Donc c'est encore un mouvement quand même très marginal et très minoritaire dans un genre que je trouve pourtant super intéressant. Voilà, désolée pour la parenthèse. Mesdames et messieurs, Estelle Faye. Est-ce qu'il y a une autre question? Au fond, qui a... Moi, je vous connais surtout en tant qu'artiste. Diantre. Et je me posais la question de l'articulation entre les deux arts pour vous. Est-ce que vous écrivez de la musique quand vous jouez de l'art? Est-ce que vous jouez de la littérature? Comment vous mêlez? Je sais qu'il y a dans le lore, il y a des chansons que vous avez composées, mais comment ça s'articule dans votre esprit? Est-ce que vous avez l'impression de faire la même chose quand vous faites les deux? Eh ben, vous l'avez très poétiquement dit, et moi j'aime bien dire que je ne sais faire qu'une seule chose bien dans ma vie, raconter des histoires. Mais j'ai plusieurs médias pour le faire, dont l'écriture, le conte, la musique, le chant, la musique instrumentale. Et pour moi c'est un continuum. J'ai énormément... pour moi la musique est une manière de raconter les histoires, des fois explicitement avec une chanson qui aurait des paroles qui raconterait un truc, des fois implicitement. Et du coup, bah oui, la seule chose que je sais faire, c'est raconter des histoires, des fois avec une harpe, des fois avec un stylo. C'est pour ça que je dis que je suis barde, voilà. C'est parce que les bardes sont censés faire ça, ils sont censés raconter des histoires. Je suis conteuse aussi, voilà, si vous voulez savoir. Vous pouvez me retrouver sur les chemins de Brocéliande et je propose des balades contées en Brocéliande, voilà. Et pour moi, c'est le même art. D'ailleurs, c'est Jean-Claude Dugnage qui m'avait fait la réflexion que quand on lisait mes bouquins, on entendait ma musique intérieure, on était presque capable d'entendre ma prosodie. En fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait cette réflexion qu'on entendait la prosodie, qu'on entendait la musique, en fait, quelque part, en lisant La Dernière Geste. Et inversement, quand je joue des morceaux, on m'a régulièrement fait remarquer que même un morceau instrumental évoquait irrémédiablement une histoire ou au moins une image très fortement. Voilà. Donc, la réponse, pour moi, c'est la même chose. Et ce qui est heureux, c'est que il ne fatigue pas les mêmes muscles du corps. Enfin, toujours un peu les doigts quand même, mais entre faire ça et faire ça, tout va bien. Il y a suffisamment de changements de posture pour que je puisse passer ma journée à ne faire que ça. Ce qui est fort pratique, parce que jouer 8 heures de harpe, ce serait un peu too much. Et passer 8 heures derrière un clavier, ce serait un peu too much aussi. Donc du coup, la moralité, c'est que c'est vachement cool. Comme ça, je peux ne jamais m'arrêter de créer. Voilà. Et des fois, j'emmène des enfants dans la forêt. Voilà. Pour leur raconter des jolies histoires avec de la harpe. Voilà. Et chevaucher des dragons. Moi, c'était une question sur les points d'Uchronie, comme on est surtout sur l'Europe. C'est quoi les points d'Uchronie pour les deux autres gros blocs de la triade au final? Alors, le Japon ne s'est pas fermé à l'Eredo. Ils ont à la place choisi d'envahir l'Asie. D'accord, je trouve. Et en fait, pour l'Empire Ottoman, j'ai pas eu grand chose à changer parce Ils avaient que déjà de envahi fait, plein de en monde, fait, ouais. ils avaient déjà envahi à un moment donné la moitié de l'Afrique avant qu'il y ait des problèmes en Europe qui. C'était Sont surtout qui se ça sont que les arrêtés. Japonais, c'était le côté, c'est les Japonais pas gentils de récemment ou c'est les... Mais du coup, c'est ceux de la fin de la Révolution. C'est ceux de la fin des règles.
Et donc, à la place d'avoir l'ère Meiji qui est imposée par les Américains à l'époque, là il n'y a pas d'Américains, du coup c'est eux qui décident qu'à un moment donné, déjà ils ont plusieurs famines qui fait que en fait c'est un petit peu, soit ils vont piller la Chine, soit ils crèvent de faim, et donc du coup bah, ils choisissent d'aller piller la Chine, et quitte à y être. Ils finissent pas gentils quand même. Alors, il n'y a pas de... Non mais enfin, ils finissent Ouais. par envahir tout le monde. Quoi. Ils finissent par Ouais. envahir tout le monde, parce que bon, les velléités impérialistes Ils sont du Japon, depuis le début. elles datent pas d'hier non plus. Hein. D'ailleurs, vous disiez il n'y a pas d'Amérique, du coup, c'est pour l'instant, vous n'avez pas exploré les continents américains, enfin le continent américain, on va dire, dans l'histoire, ou c'est qu'il n'existe physiquement pas dans. Ah non, dans alors ce elle monde. existe, d'ailleurs l'Australie aussi, juste elles n'ont jamais été conquises par la Triade, et donc les Keltiens les appellent les terres libres, les seuls qui peuvent y aller, c'est les Keltiens, D'accord. parce qu'ils ont l'impact, comme eux, les fées sont intégrés à leur société, ils ont l'impact avec les Selkis. Mhm. Donc les fées des eaux, qui ont décidé, en fait, il y a un point important dans le lore de l'univers, c'est le génocide du clan Télétis, qui est le clan de la Méditerranée. Et à un moment donné, les Ottomans et les Français se mettent en tête de fermer le détroit de Gibraltar et de massacrer tout ce qu'il y a dans la mer. C'est pour ça que eux, ils l'appellent la mer assassinée, voilà, parce que bah ils ont génocidé toutes les fées qui étaient dedans, voilà. Et donc à partir, déjà avant, c'était costaud, mais à partir de là, clairement, les Selkis sont en mode, alors les Selkis, j'en profite pour le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas capté cette information. Les Selkis sont l'espèce de fée la plus nombreuse. Ils vivent dans les océans c'est 70% de la planète. Les Selkis, il y en a plein. Voilà. Mais dans le récit, volontairement, on n'en voit que 2, voilà, nommées, dont une qu'on ne voit presque pas. Voilà. C'est volontaire parce que les Selkis ne vont pas sur Terre, elles vivent dans les océans, l'histoire se passe sur Terre, il n'y a pas de Selkis. Enfin, du moins, nous on les voit pas. Mais n'empêche que, elles ont décidé de fermer les océans à la Triade. Donc, dès qu'un bateau s'aventure qui n'est pas keltien, et oui, elles savent parfaitement reconnaître un bateau keltien, ben elles le coulent. Voilà. Alors, il y a la mer du Japon, qui est quand même un espèce d'entre-deux, voilà, où ils arrivent quand même à traverser parce qu'elle n'est pas très longue, il y a beaucoup de chapelets d'îles. Donc, ils arrivent à traverser jusqu'en Corée, jusqu'en Chine. Mais l'Atlantique, c'est fichu, hein, le Pacifique aussi, quoi. C'est... Voilà. Donc, du coup, l'Amérique et l'Australie, notamment, n'ont jamais été découvertes pour ces raisons. Et sauf par les Keltiens, qui eux, ils ont des comptoirs commerciaux, ils font du commerce avec les tribus locales, voilà. Comme les Keltiens n'ont aucune velléité impérialiste, ils n'ont jamais envahi ou conquis le truc, ils ont juste des comptoirs, des ports de ci, de là. Il y en a 2-3 qui se sont fendus d'aller explorer le truc pour cartographier à un moment donné. Et donc là-bas, ils vivent les tribus de primo-américains, tels qu'on les connaît, les aborigènes en Australie, qui eux vivent aussi en symbiose avec les fées, globalement. Pas tous, et il y a eu des problèmes. Voilà, je me suis fait des tripes sur les Aztèques et les Mayas, les Incas, tout ça, où il y avait eu des problèmes avec les fées quand même, histoire de dire que voilà, c'est pas parfait partout. Mais globalement, les tribus Sioux, Cherokee, Iroquois, Navajo, pourquoi ils auraient des problèmes avec les fées? Dans leur culture, c'est pas cohérent qu'ils aient des problèmes avec les fées. Donc il n'y a pas de problème avec les fées, je vais pas en inventer. Donc, je vais pas en inventer alors que j'ai inventé tout ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas forcer une raison scénaristique. Donc la réponse est, elles existent, elles vont très bien, merci. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Keltia n'a jamais été envahie, parce que comme tout ce qui vient des États, de ce que nous on appelle les Amériques, voilà, c'est le monopole keltien, ben, c'est bizarre, mais le chocolat il arrive toujours complètement transformé déjà en tablette, dans la Triade. Ils aiment beaucoup le chocolat, mais ils ne sont absolument pas au courant de comment on fait du chocolat. Parce que Keltia se garde bien sous le coude le truc, histoire d'avoir en fait des leviers commerciaux très forts qui évitent qu'ils se fassent envahir, alors que c'est 6 millions de pécores sur un bout de caillou, quand les autres en face ils sont 2 milliards si on réunit les trois. D'accord. Du coup, tu vois, ça appelait une réponse de l'or vachement grande. C'est chouette, merci. Voilà, donc la réponse est voilà. Et d'ailleurs, on a un personnage qui vient d'Amérique, enfin qui s'appelle pas les Amériques, du coup, voilà, qui vient des terres libres. C'est Chinook. Voilà, parce que Chinook, c'est un nom Sioux. Voilà. Donc Chinook, qui est une des fourmis du rail, une des patrouilleuses du rail, elle est Sioux. D'accord. Voilà. C'est une Ailing, donc une fée des airs, Sioux. Et pourquoi elle est là? C'est une grande question. Alors avant de... Ah, il y avait encore une petite question. Oui, j'ai une question, parce que je vous entends parler de Keltia. Il y a un jeu de rôle là-bas.
Alors la réponse est, vous voulez le tome 5 ou le jeu de rôle? Comme ça, d'abord. On a attendu le 4. Alors... On a attendu le 4. Donc, non, alors la réponse est... Il y a un jeu de rôle et il y a un système de jeu que j'ai testé. Donc le système de jeu est prêt. Les fiches perso sont faisables. Le gros problème, c'est qu'il faut que j'écrive tout le lore. Et chez moi, je ne blague pas, j'ai 2 gigas. Alors dit comme ça n'a pas l'air impressionnant. 2 gigas de fichiers en ODT. Maintenant, je crois que c'est impressionnant. De lore. Mal rédigé, fichu en notes immondes, avec notamment un PDF de, je crois, 60 ou 70 pages de grammaire selkian, d'accord, la langue des Selkis. Donc il faut que je mette tout ça en forme, ce qui promet d'être extrêmement chronophage. Mais techniquement parlant, quelqu'un qui connaîtrait suffisamment bien l'univers, je pourrais juste donner les fiches perso, le système, et ça marcherait. Le challenge est lancé. Alors on va conclure en parlant... Oh, du bébé. Voilà, Le bébé. du petit, Le bébé. du petit, voilà, C'est le bébé. le Voilà. petit jeunesse. Donc oui, le petit jeunesse est arrivé il n'y a pas longtemps. Oui. Ça fait quoi d'écrire pour la jeunesse? C'est différent, C'est comme la différence de faire un conte pour adultes et un conte pour enfants. Voilà. C'est que globalement, il faut que l'histoire soit aussi intéressante et profonde. On va par contre enlever une bonne partie des mots compliqués à comprendre et y aller un peu plus cool sur le nombre de points de vue. Oui, effectivement. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Voilà. Et donc la Bretagne, évidemment. Parce que... Oui. Mais en fait, non, mais parce que ça m'énervait. En fait, ce livre est né d'un énervement. Ah. Voilà. En fait, ça m'énervait parce que je lis du roman jeunesse premier degré. Moi, j'aime lire des romans jeunesse. Voilà, je tiens à vous dire ça. Moi, je lis des romans jeunesse pour lire des romans jeunesse parce que j'aime ça. Et il y a quelque chose qui m'énervait énormément dans les romans jeunesse. C'est que quand ça se passe à la campagne, il y a 3 solutions. Première solution, c'est ça se passe au Moyen-Âge, ou dans un monde de fantasy, ou en tout cas il y a très longtemps, ou dans un autre monde, mais en tout cas voilà. Bon, bah, première solution. Deuxième solution, c'est ça se passe à la campagne, mais on s'en fiche que ça se passe à la campagne, c'est-à-dire que ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au-delà que c'est pas le sujet, c'est que en fait l'histoire l'histoire pourrait être transposée complètement ailleurs. Voilà. On a dit que ça se passait à la campagne en général parce qu'il fallait que ce soit au bord de la mer. En gros. C'est-à-dire que ça se passe pas vraiment à la campagne, ça se passe dans un port. En général parce qu'il faut que le gamin, aille sur une île ou rencontre une créature de type sirène. Voilà. Bon, donc la première, c'est le second truc, c'est on l'a vaguement mis dans un port par défaut, histoire de dire parce que mettre une sirène à Paris, ça aurait été compliqué. Enfin, sauf les sirènes des pompiers. Et la troisième option, c'est il y a cet enfant de la ville ou de la banlieue qui se retrouve obligé, puni, quelle horreur, d'aller à la campagne, alors que la campagne, d'accord, c'est vachement nul. Et là, il va rencontrer un enfant de la campagne qui va lui prouver que, en vrai, la campagne, c'est bien. Comment vous dire que moi j'ai grandi à la campagne et que j'en ai un petit peu ras-le-bol en fait d'être une excuse d'enfant mystérieux à mi-chemin entre le bon sauvage de Rousseau et l'exploration façon safari nature, d'accord. Je ne suis pas votre excuse en fait, je dis ça, voilà, je suis sûre que vous êtes d'accord avec ça, mais j'en ai assez que les gamins de la Cambrousse dans la littérature jeunesse soient perpétuellement les excuses des enfants de la ville en fait. Non, en fait, ils n'ont pas à s'excuser pour l'endroit où ils vivent. En fait, ils n'ont pas à prouver qu'il est cool à quelqu'un d'autre qui viendrait dénigrer ça. En fait. Donc, du coup, j'ai écrit un truc d'enfants de la Cambrousse qui se passe à la Cambrousse avec dedans des enfants de la Cambrousse qui vivent des trucs d'enfants de la Cambrousse. Voilà. Unapologetic. Voilà. Parce que, encore une fois, la représentation des jeunesses rurales d'aujourd'hui dans le monde de la littérature jeunesse, il est quelque part entre aux fraises et inexistant. Et ça m'énervait. Donc j'ai écrit un livre qui... Voilà, encore une fois, j'écris toujours le livre qui m'a manqué. Donc voilà, ce livre manquait, maintenant il existe. Accessoirement, j'ai mis une histoire de lait médiéval dedans, parce que pourquoi pas. C'est donc aussi une introduction à la littérature médiévale pour enfants du temps. Voilà. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour... Non, jamais. Voilà.
Et donc du coup voilà, c'est le livre dont on m'a dit qu'il était trop breton. Donc si vous aimez les livres trop bretons, voilà. Il est à peu près aussi breton qu'un coulis à main saupoudré de caramel beurre salé. C'est quoi le problème dans ce cas-là? Voilà. C'est pas. Alors c'est parce que les gamines parlent avec des vrais bretonismes dedans. Donc vraiment des vraies tournures qu'on entend qu'en Bretagne. Voilà. Et donc apparemment ce n'était pas assez universel. Mais du coup, je l'ai donné à une maison d'édition bretonne qui était parfaitement contente d'avoir des bouquins trop bretons. Voilà. Qui n'avait pas vu le problème avec le trop breton. Qui n'a Jamais trouvé que assez c'était parfaitement assez breton. Voilà, Voilà. jamais assez Voilà. D'ailleurs, je tiens à signaler que l'illustratrice m'a demandé si elle avait le droit de représenter les gamines en ciré jaune et marinière, et je lui ai dit go for it. C'est nécessaire, d'accord, à ce stade de l'histoire. Voilà. Donc voilà. C'est le Biscavrette de Carédan. C'est mignon, lisez-le. Voilà. On y cambriole une gendarmerie. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ça c'est un argument. Voilà. C'est breton et un petit peu lycée. Mais ensuite, on la décambriole parce qu'il ne faut pas prendre n'importe quoi aux enfants. Quand même. Si vous avez des questions encore qui vous restent, vous pourrez les poser pendant la dédicace. Merci Morgane d'être venue pour Merci pour parler. l'invitation, c'était très bien.